3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Alain Dubrul est à nos côtés, le directeur de la gestion de Claresco. Bonsoir Alain. Bonsoir Grégoire. Thibaut Prébet nous accompagne également, directeur général adjoint d'Arbevel. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Et François Chollet à nos côtés, président de Montségur Finance. Bonsoir François. Bonsoir. Merci d'être là, ravi de vous retrouver tous les trois. Un mot de la Chine quand même, retour de Golden Week, marché de Hong Kong était quand même resté ouvert la plupart du temps la semaine dernière, mais c'est vrai qu'on a vu la reprise des bourses continentales chinoises ce matin, donc avec l'accumulation d'annonces depuis 2 semaines maintenant, que ce soit de la part des autorités monétaires, budgétaires, des planificateurs étatiques. Est-ce qu'on peut parler, au moins pour un temps, au moins tactiquement, de la Chine un peu différemment aujourd'hui, François ? Alors, ça fait quelque temps qu'on en parle un peu différemment. En tout cas, nous, ça faisait partie des petits jokers de l'année qu'on avait ouverts courant février-mars, lorsque les annonces se sont précisées sur la volonté politique de mettre un terme à la morosité ambiante en Chine. Et on l'a fait, une fois n'est pas coutume, avec des ETF. Et pourquoi je dis cela ? C'est simplement pour revenir sur le fait qu'on parle beaucoup et on critique beaucoup dans la gestion active des ETF, mais il y a quelques capacités qu'ont les ETF que nous n'avons pas, c'est d'aller sélectionner des valeurs surpondérées dans certains indices. Et pour la Chine, ça a été particulièrement efficace, puisqu'on a vu des dossiers comme Alibaba ou Tencent, qui représentent à eux deux quasiment un tiers de l'indice en question, faire des parcours absolument exceptionnels et permettre un très fort rebond. Alors, effectivement, aujourd'hui, c'est une séance de consolidation très forte. Oui. Ça se fait à la mesure pour de ce Hong qu'on a Kong, connu. Pour Hong Kong, voilà, oui, ça se fait à la mesure de ce qu'on a connu durant maintenant 3 semaines, qui est un rebond absolument phénoménal. Clairement là, on a le sentiment, en tout cas, qu'un point bas a été marqué courant 2024 dans les valorisations relatives de ce marché par rapport aux autres marchés développés et surtout quand on regarde par rapport aux autres valeurs américaines qui sont quand même aujourd'hui sur des niveaux qui sont quand même élevés. Et que le marché n'est plus venu tester ces niveaux de support. Donc on a plutôt l'idée d'une poursuite de cette reprise, avec évidemment du temps pour que ça se construise, mais pas forcément de retour en arrière par rapport à ce qu'on a connu depuis plusieurs années. C'était quand même une machine à remonter le temps formidable qui nous permettait d'acheter des indices à des niveaux... de 2008 ou voire d'avant, c'est ça C'est cela. Donc on a remonté le temps et on a pu reprendre quelques positions là-dessus. C'est un pari qu'on n'a pas l'habitude de faire. Oui, j'allais dire, vous qui avez été avant-gardiste là, sur cette question, vous dites aujourd'hui... on est satisfait, il y a quand même quelque chose qui est délivré de la part du système de planification chinois, et ça peut continuer. Oui, parce que c'est une zone qui a été totalement délaissée par les investisseurs internationaux, sans doute à juste titre pendant de nombreuses années. Et simplement, à un moment donné, on s'aperçoit quand même que c'est une économie qui compte. C'est un point important des indices mondiaux. Et clairement, il y avait des acteurs là-dedans qui méritaient d'être valorisés correctement, ce qui n'était pas du tout le cas dans ce qu'on a pu connaître en fin de période. Je vous ai coupé, mais vous disiez que ce n'était pas votre champ d'analyse ou d'investissement naturel chez Montségur. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Le fait que vous y soyez allé... Dans les fonds de fonds, dans les allocations, dans les mandats, bien sûr. D'accord. Mais c'est pas l'endroit où on va faire du stock picking. Et c'est la raison pour laquelle soit on prend des fonds plutôt globaux émergents pour laisser l'allocation se faire par des spécialistes. Et là, en l'occurrence, on a fait un vrai pari directionnel sur la Chine pure, qui a été plutôt gagnant depuis le début de l'année. Bon. Thibaut, l'histoire chinoise, est-ce qu'elle est un peu différente aujourd'hui ? Est-ce qu'on a un signal de marché ? Est-ce qu'on a éventuellement un signal macro également pour la suite ? Ouais, c'est vraiment une question difficile parce qu'on a 2 forces qui s'opposent. D'un côté, et qui nous poussent, nous, plutôt à être relativement dans la stabilité. D'un côté, c'est évidemment une part de l'économie mondiale qui est colossale et qui, globalement, dans les portefeuilles, peut difficilement rien représenter. Et de l'autre côté, honnêtement, quand certains disent que c'est ininvestissable, quand on regarde les swings, quand on regarde des débuts d'année qui commencent encore par un moins 10, puis qui reprend 25, puis qui devient le pire performeur de l'année, puis qui rebondit jusqu'à devenir quasiment le meilleur performeur, l'idée qu'on est un peu loin de l'analyse fondamentale et peut-être dans quelque chose qui a parfois un peu plus des profils de casino, et donc il faut quand même avoir une certaine prudence si on veut limiter les impacts en termes de volatilité est aussi une réalité. Après, évidemment, si on est capable d'acheter à des niveaux où ça a beaucoup baissé avant le rebond, c'est toujours bienvenu. Mais voilà, il y a à la fois ce côté qui est très, très rarement vu d'être d'un côté incontournable et de l'autre difficilement investissable. Et c'est vrai que conjuguer les deux pour un gérant, c'est aujourd'hui un défi qui n'est pas facile. Ça reste au mieux tactique. Au contraire, moi je dirais que c'est tout sauf tactique. C'est-à-dire que
Mettre des très gros poids dessus à certains moments, comme on pourrait le faire tactiquement, c'est difficile, parce qu'avec les quantités de swing, en fait, on n'a pas le droit à l'erreur. Et en même temps, être complètement absent, ce qui serait l'autre côté tactique, est difficile sur une zone qui est quand même une économie mondiale qui est plus proche de celle des États-Unis que celle de la France, qui pourtant, dans les portefeuilles, a souvent un poids plus important. Donc, pour résumer, je dirais que notre vision à nous est plutôt justement de pas trop faire de tactique sur des choses qui swing de manière très importante sur des annonces gouvernementales et d'en garder une part congrue mais réelle. Après, j'entends qu'on peut faire différemment, mais je trouve justement que le tactique reste toujours quelque chose qui est difficile sur des choses qui ont des volatilités très fortes et où en fait quelque part le droit à l'erreur existe difficilement. Ouais. Qu'est-ce que ça implique pour vous quand même, ce qui se passe en Chine ? Alors, il y a ce que ça implique pour le marché chinois, pour l'histoire économique chinoise, mais aussi pour d'autres zones, d'autres marchés. On pense bien sûr à l'Europe. Est-ce qu'il y a des effets au moins conjoncturels à attendre d'un plan de relance ou plan de soutien chinois vis-à-vis d'une zone économique comme l'Europe aujourd'hui, par exemple ? Ouais, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas d'ailleurs certain que le principal de la relance chinoise sera la baisse des taux américaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'économie manufacturière n'est pas faite pour évoluer dans un environnement de taux élevé. Je vous rappelle ce mécanisme pour les auditeurs qui est très basique, mais qu'il faut comprendre, c'est que si vos taux sont à 0 et que votre voiture ou votre lave-vaisselle fait un peu la tête, vous en rachetez un autre. Si vos taux sont à 10, vous dites je vais attendre qu'il tombe en panne parce que je suis rémunéré pour acheter. Donc en fait, dans l'économie manufacturière, les taux élevés font très mal à ces secteurs d'automobile ou autres qui sont des fleurons chinois. Des taux qui baissent, c'est quand même plus facile. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que l'économie chinoise a des problèmes dont certains sont réglables de manière conjoncturelle et d'autres pas. On a un âge moyen de la population qui est en train de rattraper celui de la France, qui pour un pays qu'on disait émergent est quand même assez étonnant. On a des problèmes de baisse de la population qui donne une capacité à stabiliser un marché immobilier qui est très difficile. Et donc en fait, c'est vrai qu'on a le sentiment que ce retour un peu par des plans de relance est à la fois important, mais à la fois il y a certains types de problèmes qui ne peuvent pas se régler comme ça. Donc au final, le sentiment que entre la relance et une situation de taux qui sera plus favorable, c'est quand même mieux positionné, c'est évident. Que d'autres classes d'actifs qui ont été arbitrées comme l'Inde, qui ont énormément monté, sont aussi peut-être maintenant une alternative un peu moins séduisante. Mais il ne faut pas oublier quand même dans un investissement, et c'est pour ça que les poids pour nous doivent rester quand même relativement limités, que les problèmes fondamentaux de l'économie chinoise ne se guériront pas par un plan de relance. Alain ? Alors que rajouter ? Alors, je dirais trois choses. Le premier, c'est que le rebond des actions chinoises est à la mesure, d'une part, des mesures de relance qui ont été annoncées. C'est-à-dire, pour une fois, là, ils mettent vraiment le paquet, alors que ça faisait 1 an et demi que c'était plutôt des petites mesurettes à reculons. Le marché veut déjà plus de détails. C'est-à-dire, le marché a accepté l'idée que ce n'était pas un plan de relance comme les précédents, mais déjà on voit aujourd'hui, visiblement, la Commission nationale de réforme et de développement n'a pas donné suffisamment de détails au marché après les attentes qui ont été créées. Il y a quand même des mesures sur notamment les baisses. Il y a des mesures. Tout le monde est d'accord. Les emprunts beaucoup plus faciles, les subventions. Enfin, il y a un vrai package. Maintenant, pour les marchés actions aussi. Le marché actions réagit parce qu'on était tombé à des niveaux de valorisation extrêmement faibles. Et on voit aussi le poids des flux. Je pense qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui étaient ultra sous-pondérés sur les actions chinoises. Donc là, on a quand même repris. Aujourd'hui, on perd à peu près entre 5 et 10% selon. Mais rappelons qu'en 2 semaines, on vient de prendre 40%. Oui, bien sûr. On est passé effectivement du pire secteur, de la pire géographie à quasiment la meilleure. Donc les 10% d'aujourd'hui, si on s'arrête là, ça reste quand même un très bon rallye. Bon, ça, c'est le premier commentaire. Donc le rebond me paraît tout à fait explicable et justifié. Le deuxième, c'est est-ce que pour des clients privés, on peut investir en Chine ? Alors nous, on l'a fait dans un fonds particulier où on avait une vraie conviction et ça nous a bien aidé. Mais fondamentalement, moi, je pense qu'en Chine, on ne sait pas ce qu'on achète. Il y a le droit de propriété, c'est un peu comme en Argentine, enfin presque comme en Argentine. Ça veut dire qu'on peut être dézingué du jour au lendemain, vous êtes propriétaire, vous ne l'êtes plus. Dans une vision long terme... On avait vu sur des défauts obligataires comment les étrangers pouvaient ne pas être traités de la même manière que des locaux. Les actions, en fait, on n'est pas sûr. Le droit de propriété en Chine est une fiction, à mon avis. Donc, pour un investisseur de long terme, je ne peux pas faire acheter à un client privé beaucoup de Chine, c'est clair. Et la troisième question, c'est quel est l'impact de tout ça sur le reste du monde, puisque on a vu les valeurs de luxe qui ont pris 10-15% quand même, en se disant ça va être mieux, etc. Alors, c'est certain que si la Chine va mieux, ça va aider les secteurs énergie, matières premières, et l'Europe peut-être plus que les États-Unis finalement, puisque les deux zones se séparent. Pour autant, comme vous l'avez dit, la Chine a des vraies difficultés. Et donc, je crains que ces mesures sont à la hauteur des difficultés. Ouais, je comprends, Donc, déjà, dans un premier temps, je pense qu'il va falloir au moins 6 mois pour que ça se voit vraiment dans la conjoncture. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que les nouvelles, des valeurs de luxe, mais pas que, d'ici décembre, janvier, ça va rester toujours aussi mauvais. Donc, il ne faut
pas trop s'attendre à un bottom-up exceptionnel. Et si ça repart, ça sera plutôt dans le courant de l'année 2025. C'est évidemment un élément de soutien, on ne peut pas le nier, mais je serais quand même prudent sur l'effet booster au niveau de l'économie mondiale. L'aspect, la dimension commerciale, là, pour un secteur comme le secteur du luxe, je veux dire, ça prend un chemin différent entre l'Union européenne et la Chine. On est habitué au conflit, l'escalade commerciale, Chine, États-Unis, le tit for tat, les réponses les unes après les autres, etc. Est-ce que c'est ce qui En fait, la vraie arrive question, désormais entre l'Europe et la Chine? Puisque l'annonce du jour, c'est de dire que finalement, alors j'ai pas vu si c'était des tarifs précisément, en tout cas on va demander de l'administratif pour enregistrer aux douanes des spiritueux français qui rentreraient en Chine. Donc ça entrave quand même visiblement l'approche de l'Europe par rapport aux États-Unis, je pense, est un peu différente. C'est-à-dire que les États-Unis sont en affrontement franc et massif, notamment sur la technologie, ne veulent pas que la Chine les rattrape, c'est clair, donc ils feront tout ce qu'il faut, et ça, que ce soit les démocrates ou les républicains, pour s'opposer à la Chine. L'Europe est plus opportuniste, je pense, parce qu'on a plus de liens avec eux. Le problème actuel, c'est que la relance chinoise qui a été décidée il y a 1 an était une relance de la production et de l'exportation massive d'excédents qu'on voit dans les voitures, les batteries, etc. Et on comprend légitimement que même l'Europe trouve que ces produits sont probablement vendus à prix cassé et veut réagir. Et eux, du coup, on se prend. Oui, j'ai compris. Mesure de rétorsion. Voilà. Oui, classique. D'accord. Pour vous, ça reste plus limité. D'accord. Plus limité que celle avec les États-Unis. J'entends. En revanche, pour revenir sur la relance chinoise, je pense que celle qui a été faite l'année dernière était une relance qui détruisait de la valeur parce qu'ils ont finalement boosté la production exportatrice, quitte à écœurer tous les pays saturer les usines qui commencent à criser, et on les comprend, alors que la consommation est atone. Donc là, le vrai enjeu de cette relance, c'est est-ce que la consommation intérieure va repartir, et là, ça pourrait aussi aider nos entreprises. François ? Sur le luxe, ça m'intéresse aussi. Est-ce que c'est un vent structurel, un vent contraire structurel qui se met en place entre une consommation chinoise dont on verra si elle arrive à redécoller un peu ou pas, et puis peut-être une tension plus forte, structurelle, entre la Chine et les États-Unis sur le plan commercial? Je partage l'idée. L'Europe a une position assez au milieu du gué dans les relations qu'elle peut avoir sur sa balance commerciale extérieure vis-à-vis de la Chine. Et donc les mesures ne sont pas forcément à la hauteur de ce qu'on pourrait... de ce dont on pourrait avoir besoin pour défendre vraiment nos intérêts. En revanche, pour revenir au point de vue simplement boursier d'investisseurs, on n'aurait pas pu évoquer la Chine plus de 30 secondes sur un plateau de télévision comme sujet d'investissement il y a 1 an. Aujourd'hui, on est capable de faire 10 minutes dessus. Et je crois qu'on n'est pas les seuls. Et ça veut dire qu'il y a un changement de paradigme dans la façon dont on réappréhende cette zone-là comme étant investissable pour les investisseurs internationaux. Est-ce que c'est bon pour le luxe chez nous? Parce que nous, c'est un secteur important pour un indice comme le CAC, notamment. Et voilà, il n'y a pas que la Chine, mais c'est quand même... C'est assez difficile de voir clairement quel sera l'impact de cette volonté politique en Chine de venir mettre un terme à tous les signes ostentatoires du luxe dans la population. On a déjà connu ça. On a connu ça, mais est-ce qu'ils vont y arriver cette fois-ci? J'avoue que c'est difficile parce que c'est plutôt un phénomène de société qu'un phénomène, je dirais, conjoncturel lié à un ralentissement économique. Parce qu'en vérité, les clients du luxe sont toujours présents. Pour l'instant, on a eu à chaque fois, je dirais, une façon détournée de parvenir à occuper ce marché. J'espère simplement que ça va continuer. Après, quand on revient sur la valorisation du secteur du luxe, elle avait peut-être besoin de respirer un petit peu parce qu'elle ne produisait plus forcément les mêmes performances opérationnelles depuis le début de l'année. On arrive à des niveaux maintenant qui peuvent, en tout cas, mériter d'être regardés, que ce soit sur ceux qui gagnent très très bien, je pense à Hermès qui n'ont pas d'impact particulier aujourd'hui dans leur publication, ou un LVMH qui est quand même... c'est l'ETF du luxe, on a à peu près tous les métiers du luxe. D'ailleurs, à propos d'ETF, ça baisse comme les autres, Hermès et LVMH. Oui, alors que dans un cas, on n'a pas effectivement le sujet de l'alcool. Et pour revenir sur Kering, c'est vrai que là, on arrive sur des niveaux de valorisation qui sont même inférieurs au marché. C'est pour dire que la défiance, elle n'est pas liée forcément à la Chine, elle est liée simplement à la partie opérationnelle. Non, mais comme c'était un gros vent porteur, ma question est de savoir si ça devient... C'est vrai que les reflux sont particulièrement violents, parce que LVMH, on a fait un retracement quand même significatif, pas loin de 900 € en descente sur 650
3,50 à peu près aujourd'hui. Si vous regardez ce qui s'est passé sur Kering, c'est encore Oui. plus impressionnant. Est-ce qu'on arrive sur des points d'entrée? C'est pas forcément maintenant qu'on a les vents les plus favorables, c'est certain. Mais du point de vue de l'investisseur un peu contrariant, à un horizon de 3-5 ans, c'est peut-être sur des voies comme ça la possibilité de rentrer et de constituer une position. Thibaut, sur le luxe et la Chine, je voyais un broker là, qui classifiait ceux qui arrivaient à limiter la baisse de leurs ventes en Chine à moins 10% sont des bons élèves aujourd'hui, par exemple. Oui, c'est ça, mais là, il y a quelque chose de aussi politique aussi en Chine. C'est-à-dire qu'on a oublié un truc simple, c'est que toutes les croissances des pays mondiaux suivent une sorte de courbe asymptotique qui commence à 10 quand on est encore vraiment dans cette phase accélérée et qui finissent comme le Japon à 0. Et la Chine, parcourant assez rapidement cette courbe, a un potentiel de croissance qui baisse chaque année, qui en plus étant monitoré à la main et évidemment à des niveaux qu'on ne connaît pas. Mais du coup, ce sentiment, c'est que le gouvernement a 7 de croissance, tout le monde sortait des valises Vuitton, ça choquait pas. Maintenant, c'est un peu différent. Voilà, quand l'épouse de Xi Jinping apparaît en public, c'est plus de bijoux. Donc on voit que l'image n'est plus à la fête parce que la situation chinoise ne permet plus des excès de signes ostentatoires. Et ça, évidemment, ça joue sur ces sociétés qui, il faut le rappeler, dans le cadre d'Hermès ou de LVMH, restent très rentables, ont d'autres drivers, en particulier en Amérique du Nord. Et si vous regardez depuis, c'est pas compliqué, un LVMH avant 2016, ça se payait toujours 20 de multiples ou moins. Depuis 2016, ça se paye 20 ou plus. Bon, là, on est revenu à 20. L'idée que ça peut présenter un intérêt, c'est vrai. L'idée aussi qu'à un moment, on était à 20 de croissance, on en est à 0. Donc, c'est aussi assez logique qu'on soit plus forcément, et je rejoins ce que disait François, dans le haut. Oui, mais effectivement, c'est des sociétés qui sont à nouveau intéressantes. Mais il est vrai que sur l'image du luxe, on n'est pas uniquement dans le sujet de la relance. On est dans le sujet qui est de l'image qui est donnée, et je rebouclerai ça avec ce que vous disiez aussi, c'est-à-dire que si le sentiment est qu'on communique mal ou qu'on est trop agressif dans ses bougies en public, on peut juste disparaître, ce qui n'arrive moins aux États-Unis. Et donc, du coup, la capacité à suivre un peu la ligne du parti, d'être un peu moins ostentatoire, est effectivement un sujet. Mais là-dedans, il y a effectivement des opportunités. Et puis, il faut bien le dire, le fait que le CAC sous-performe à cause du luxe, ça fait pas de mal, parce que quand le CAC bat tous les indices tout le temps, au bout d'un moment, on se dit, on achète du luxe et basta. Nos gérants ne servent à rien. Donc, voilà, il y a aussi quelque part une rotation qui est cohérente. Mais au final, je pense qu'il ne faut pas limiter le sujet du luxe à la Chine, et il ne faut pas limiter l'impact en Chine à la relance ou pas, mais plutôt à des positions quasiment éthiques politiques, qui ne changeront pas forcément aussi rapidement que ça, parce que la Chine, avec sa situation démographique, n'a que peu de chances de revenir à 10% de croissance élevée. Bien sûr. Et donc, cette politique, on ne sait pas combien de temps elle peut durer. Alors, Marc, le premier, c'est qu'on est quand même... La croissance se tasse, bien sûr, mais on est quand même sur des rythmes de croissance qui restent supérieurs à ceux que nous connaissons, nous. Enfin, a fortiori... c'est à se demander, parce que là, 5, un économiste standard vous dira 4, peut-être que sur place, ils vous diront 2. Nous, on est à 1 quand même. D'autres pays font mieux. Globalement, il y a quand même une classe moyenne qui continue d'émerger. Et quoi qu'on dise, le luxe, c'est pas que Hermès, mais c'est aussi... d'autres marques chinoises, par exemple. Mais c'est aussi d'autres marques chinoises. Un jour, il y avait un dirigeant de Vuitton au Japon qui avait dit quand les secrétaires ont leur 3e sac Vuitton, je dirais. Mais en fait, il y a aussi pas mal de gens qui ont une aspirationnelle, si on peut dire. Et ça, on le voit encore plus chez L'Oréal, où que, quoi qu'il arrive, on va passer de 200, 300 à 500 millions de consommateurs dans les 10 prochaines années, même si ça va un peu moins vite. Mais avec des marques chinoises aussi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi un changement par rapport à l'Eldorado que ça pouvait être il y a 10 ans pour des marques occidentales. Le luxe, il faut se rappeler que dans les années 90, tout le monde regardait les ventes au Japon comme une sorte de bellwether. Il y a eu le Japon, qui a d'ailleurs aidé récemment, mais qui est beaucoup plus petit. Maintenant, il y a la Chine, mais il y a quand même les États-Unis, il y a toutes les Amériques, tous les autres pays émergents. Je pense que même cette industrie, elle survivra à la normalisation de la Chine. Pas de doute sur le fait que LVMH survive. Et d'ailleurs, les derniers résultats de L'Oréal, c'est impressionnant parce que pendant pas mal de trimestres, L'Oréal, c'était surtout la Chine à plus 20, plus 30, plus 50. Enfin, c'était dingue. Là, ça commence, ça fait plutôt moins 10. Finalement, ils ont réussi quand même à compenser avec d'assez belles performances aux États-Unis. Enfin, rappelant qu'il n'y a pas que la Chine non plus dans ce secteur. Un mot l'autre facteur là qui permet peut-être un peu d'amortir les risques, c'est le cycle de baisse de taux. Comment vous vous positionnez par rapport à ça quand on est dans une logique d'investissement, quand on est stock picker? Enfin, qu'est-ce qu'il y a d'important, qu'est-ce qu'il y a de pas important dans ces histoires de baisse de taux, sachant que la Fed a voulu démarrer fort et puis que les dernières données, des surprises économiques plus positives aux États-Unis, remettent en cause un peu l'idée que la Fed continue d'aller très vite, très fort, quoi. Alors, la thématique des baisses de taux, ça faisait partie des choses que nous avions dans nos paris. Alors, on parlait de la Chine, effectivement, mais on avait 2 autres paris qui couraient en 2024, qui étaient les petits jokers des allocations. Un qui était quand même assez marqué, c'était le retour des thématiques small et mid
en Europe. Et je dis bien en Europe parce que c'est vrai que la France n'est pas dans notre thématique sur cet aspect-là. Le fonds que nous avons, qui est un fonds géré de manière assez quantitative, investi sur 120 valeurs Europe, et la France est une partie, je crois qu'on est à 15% de l'exposition, donc c'est vraiment faible. Et effectivement, on a une performance à plus 8, c'est-à-dire que c'est la première année que les small caps ne sous-performent pas depuis plusieurs exercices de notre point de vue. Donc ça, c'est pas encore vraiment sur le gagnant. plan européen. Sur le plan européen. Tout à fait, sur le plan européen. Ça, en France, malheureusement, le CAC Non, 40 est mais encore très négatif. restons sur le plan européen, alors oui. Mais La France fait partie de l'Europe aussi. Ça fait partie des choses qui font que simplement la baisse des taux a donné un peu d'air à ces entreprises-là et le marché a commencé à prendre en compte le fait qu'elles étaient clairement sous-évaluées depuis plusieurs années. Et je pense que c'est une thématique qui va pouvoir se poursuivre. Vous me posiez la question début 2025. Je pense qu'on peut rester, en tout cas fin d'année, début 2025, sur cette thématique-là. Et ça, c'est très directement lié au facteur taux. Oui, au facteur croissance évidemment, mais au facteur taux assurément. Le deuxième, qui était encore plus peut-être lié au facteur taux, c'était le secteur de l'immobilier coté, que nous avions en portefeuille, qui avait fait un très beau rallye en fin d'année 2023. Oui, il y avait un On a eu une départ, belle consolidation premier trimestre 2024 qui a effacé une partie des gains, mais on a vu depuis le mois de mai-juin repartir cet indice-là, et les foncières cotées européennes, que ce soit sur l'immobilier résidentiel, que ce soit sur le commercial, que ce soit sur la logistique ou même la santé, que ce soit, j'en oublie une dans le lot, mais globalement, les bureaux, pardon. Bureau Prime, ça a plutôt bien tenu, et on a vu des rebonds assez marqués. Et donc là aussi, on a une période estivale qui a été extrêmement favorable. Et là, on est dans la logique d'un retour à la moyenne qui n'est pas encore complété de votre... On n'est pas encore revenu à des niveaux de décote raisonnables, à mon avis, puisqu'on est encore dans les décotes, les fortes décotes. Il n'empêche, c'est un secteur qui a réussi à se refinancer dans de très bonnes conditions. On a vu des émissions obligataires sur ce secteur qui ne laissent plus planer le moindre doute sur la solvabilité pour les investisseurs, alors qu'il y a 2 ans, on se posait vraiment des questions sur les dettes de ces foncières cotées. Et donc, c'est plutôt rassurant. On a vu des transactions aussi qui se font généralement à des valorisations qui sont proches ou vraiment très proches ou légèrement supérieures à la valeur qui était au bilan et évaluée par les experts. Donc, globalement, c'est plutôt un message rassurant sur le fondamental et plutôt une façon de jouer la thématique de baisse des taux sur les trimestres qui encore vont arriver, puisqu'on a encore cette thématique devant les yeux. Comment vous voyez le cycle de baisse de taux se dérouler, au regard notamment des derniers chiffres américains qui brouillent un peu le narratif de marché sur l'idée d'une Fed qui serait encline à aller rapidement au taux neutre, par exemple? Thibault, est-ce que c'est un cycle qui s'annonce un peu chaotique? Est-ce qu'on va avoir des divergences de politique monétaire? Comment vous voyez les choses? Je trouve ça assez savoureux de noter qu'on a eu des statistiques de l'emploi qui ont été révisées d'une manière totalement lunaire, où on a perdu 1 million de jobs, et que la première statistique... 800 000. Après septembre, on savait qu'il y aurait des effets assez importants sur certains segments, en particulier les emprunts du secteur public, enfin les recrutements du secteur public. Tout d'un coup, on nous explique qu'il y a quelques dizaines de milliers de jobs et que l'économie repart comme une fusée. Je pense qu'il faut faire plus simple que ça dans le raisonnement. Le raisonnement est, nous, cher Bevel en tout cas, ça ralentit. On a le sentiment surtout qu'en fait, on est dans la bonne baisse de taux. C'est-à-dire qu'on est dans la baisse de taux qui est liée, c'est pas le bon et le mauvais chasseur. Il y a une vraie bonne baisse de taux et une vraie mauvaise hausse de taux. La mauvaise hausse de taux, c'est on garde les taux élevés, il y a un truc qui pète, ce qui arrivait souvent. Et quand on a monté les taux n'importe comment, comme l'avait fait par exemple Jean-Claude Trichet plusieurs fois, on se retrouve un peu à baisser les taux en panique dans une période difficile. Et il y a la baisse de taux parce qu'on a atteint l'objectif. Et ça, c'est un truc qu'on a plus l'habitude parce qu'on n'a pas tellement l'habitude que les politiques, y compris les banquiers centraux, atteignent l'objectif. Là, aujourd'hui, il faut se rappeler que dans toutes les théories monétaires, quand vous avez une inflation qui revient vers les 2, une croissance qui est assez faible, justifier en Europe des taux qui étaient à 4 et aux États-Unis à 5, ça n'a pas de sens. Et donc, on y revient tranquillement. L'idée qu'il y aurait une urgence à y revenir ou une panique économique, et sont des choses auxquelles on ne croit pas du tout. Mais en revanche, l'idée que cette baisse de taux continue à être un soutien est quelque chose sur lequel on est très à l'aise. Après, la seule difficulté aux États-Unis, c'est qu'on est effectivement sur un soutien, mais un soutien sur un marché qui vient de prendre 20. Donc après, c'est l'équilibre entre ces éléments positifs et la manière dont ils ont déjà pris en compte. Mais globalement, notre point est il n'y a aucune raison que ces baisses de taux ne continuent pas. En revanche, le faire à un rythme qui laisserait supposer qu'il y a une panique serait contre-productif et peu justifié par l'état de l'économie. Et je terminerai sur ce point que j'ai souvent abordé sur ce plateau et sur d'autres, c'est de dire une économie démographiquement au ralenti est une économie de plein emploi. Une économie de plein emploi est une économie où on n'a quasiment jamais de hard landing parce que quand il n'y a pas des plans de licenciement massifs, les gens n'arrêtent pas de consommer et donc on n'arrive pas à avoir ces espèces de crash qu'on voit que tout le monde veut venir. Je ne sais pas pourquoi, les gens sont traumatisés, ils se disent qu'il n'y a pas de crise pendant une année, c'est terrible. Et donc on a du mal à voir venir ça.
Et donc, on reste confiant là-dessus. Ce que vous dites pour la Réserve fédérale américaine, ça vaut aussi pour la Banque centrale européenne. C'est-à-dire que je comprends que la Fed, partant de 50, peut très vite se recaler sur un rythme de 25 sans problème, peut-être avec des baisses, pas forcément meeting par meeting, mais à chaque trimestre, j'en sais rien, on verra le rythme. À l'inverse, on a plutôt le sentiment que pour la BCE, ce serait bien d'y aller un peu plus franco, quoi. Oui, alors pour deux raisons. La première, c'est qu'on a le sentiment, en tout cas c'était notre scénario avant le Covid, on verra, enfin avant ces débuts de cycle de baisse de taux, on verra si ça se produit, que l'inflation pourrait très bien soit revenir au niveau d'avant, soit 0,5 plus haut que les niveaux d'avant. Sauf que 0,5 plus haut que les niveaux d'avant, c'est toujours trop bas en Europe, alors qu'aux États-Unis, c'est plutôt des niveaux qui sont confortables, voire potentiellement un peu élevés. Et si vous vous stabilisez à 2,5 en Europe ou à 1,5 en Europe, pardon, ou à 2,5 aux US, c'est pas la même chose. D'un côté, c'est très confortable, voire il faut vraiment baisser les taux. De l'autre, on n'est pas pressé. Et donc, ce décalage qu'il y avait déjà avant le Covid, qu'on retrouve aujourd'hui, quelque part donne plus de marge pour baisser en Europe. L'autre point, c'est que l'économie américaine est maintenant une économie, en plus boursièrement, mais aussi économiquement de services, qui reste quelque chose d'inflationniste et de résilient. L'économie européenne, en particulier par son volant allemand, est une économie qui a de grosses composantes industrielles, qui souffre beaucoup plus des hausses de taux. Avec cette idée que je vous donnais, on voit c'est-à-dire que vous ne coupez pas forcément votre abonnement Netflix quand les taux sont à 6. Par contre, vous pouvez repousser des achats. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que l'industrie allemande, elle ne s'accommode pas tellement des niveaux de taux actuels. Et donc le sentiment, que la Banque centrale européenne a plus de facilité à baisser taux et de plus de besoins pour soulager son industrie est réel. Pour autant, il est assez probable que les deux parcours restent relativement proches, parce que les problématiques restent malgré tout relativement proches. Alain, sur ce cycle de baisse de taux, est-ce que ça implique pour vous, sur le plan de l'investissement, là, aujourd'hui ? Moi, je rejoins un peu ce que vous avez dit, c'est que globalement, les 50 bips de la Fed là, récemment, il y avait un petit côté politique, parce qu'on était avant les élections, et c'est peut-être ça qui fait que le marché que les taux ont un peu remonté vendredi sur les bons chiffres de l'emploi. Mais si on prend un peu de perspective, nous, on pense qu'ils vont baisser les taux gentiment, tranquillement, dans une économie. Tant que l'économie ne crache pas, soft landing, baisse des taux, c'est parfait. Enfin, on n'en demande pas plus. En Europe, c'est vrai qu'on a... C'est déjà beaucoup. Non, mais c'est bien. Quand même. Non, mais nous, ça a toujours été... Je fais un soft landing, c'est quand même... Nous, c'est a priori, c'était notre scénario au début de l'année, ça le reste. Donc, on est assez constructif sur la baisse des taux aux US et sur l'économie américaine. Sur l'Europe, effectivement, il y a de quoi plus baisser les taux qu'aux États-Unis. Le problème, c'est qu'on part de plus bas. Donc évidemment, on va les baisser, mais in fine, je pense qu'on va les baisser à peu près à la même vitesse et qu'en Europe, on sera à 2, 2,5 dans un an et demi, et aux États-Unis, on atterrira peut-être à 3, mais au final, ça va être relativement graduel. Maintenant, en Europe, il ne faut pas qu'il y ait de problème sur la dette, notamment avec la France. Il serait temps qu'on aboutisse un petit peu à quelque chose de concret. Ouais. Ce qui est amusant, parce que le déficit américain est toujours supérieur au déficit français, mais tout le monde s'en fout. Le déficit américain est plus élevé, mais en effet, c'est vrai qu'on pourrait dire, nous, on est à 115, eux, ils sont à 120. Et leur déficit n'est pas terrible. Sauf que, quelque part, on se dit que la capacité des États-Unis à diluer le déficit par de la croissance semble quand même meilleure que chez nous. Oui, mais sur 15 ans, il n'est pas très clair. Ils ont cru quand même beaucoup plus vite que nous. Oui, mais ils avaient beaucoup moins de dettes que nous, et maintenant ils font plus. Donc, et puis, si un jour il faut couper dans les dépenses, je pense qu'ils sont plus capables de le faire que nous, parce que c'est culturel. Et puis bon, s'il fallait augmenter les impôts, quand on voit d'où ils sont et là où on est, il y a quand même de la marge. Eux, ils peuvent se permettre de le faire sans forcément décapiter l'économie, alors que nous, on est... Désolé, mais les niveaux où on est aujourd'hui, si on en fait trop, ça va tuer la bête. Donc, on a un potentiel de hausse d'impôts, ou qu'on a allé chercher, qui est plus limité. Thibault, comment est-ce que... Alors, les États-Unis d'un côté, la France de l'autre, comment est-ce que ces pays-là doivent parler à leurs créanciers aujourd'hui ? Oui, c'est intéressant. C'est-à-dire que le problème de la France, c'est qu'en fait, on a le sentiment qu'il y a de l'inconséquence. C'est-à-dire qu'en fait, on fait comme s'il n'y avait pas de problème avec la moitié du pays qui nous parle soit du fait qu'on est en austérité, soit qu'il faut accélérer très fortement sur les dépenses. Donc on voit bien qu'il y a un décalage. Aux États-Unis, leur logique, c'est de dire on fait des gros plans d'investissement d'infrastructure, on a besoin, on a un gros déficit, on assume parce qu'on est les meilleurs. Et en fait, quelque part, il n'y a pas ce sentiment de il y a le feu, on regarde ailleurs. Il y a le sentiment de c'est très bien comme ça. Alors pourquoi c'est très bien chez eux alors que c'est nul chez nous, c'est un autre sujet. Mais cette idée en revanche que eux peuvent être réactifs à une situation de crise comme l'ont été les Anglais, qui ont testé aussi leur délire et qui sont vite revenus, et que la France, elle, voit les signaux un peu s'accumuler en disant ouais, on tape. Et donc ça, c'est sûr que ça peut lasser. Mais attention, les États-Unis ont besoin d'attirer des capitaux étrangers. Ils manquent d'épargne, ce qui n'est pas le cas de la France. Donc je pense que la France aujourd'hui est sur ce qu'on pourrait appeler, pour faire une sorte d'émission, le juste prix. C'est-à-dire qu'on est dans la logique où aujourd'hui, il est normal que la France souffre un peu parce que on a méprisé ce qu'on appelait les PIGS pour se retrouver avec des ratios qui sont plutôt plus mauvais que ces pays-là. Ça se retourne un peu contre nous, voilà. Mais il n'y a pas non plus de cata parce qu'on a une grosse épargne qui est fléchée, que au final, si on est objectif, votre dette publique, elle évolue en termes de ratio de la hausse de la dette, c'est-à-dire du déficit
moins la croissance nominale, puisque chacun des deux joue dans le ratio, et qu'au final, même l'année dernière, il y a 2 ans, votre croissance nominale est assez proche, voire supérieur au déficit. Donc en fait, 2024, c'est la première année où c'est un vrai sujet, parce que comme l'inflation a beaucoup baissé, que la croissance est toujours relativement faible, l'écart entre les deux est assez important, alors que les 2 années précédentes, c'était pas un sujet. Donc c'est là aussi maintenant où, si on n'est pas capable de faire un effort, les gens vont se lasser. Mais l'idée c'est le jeu de la comparaison aussi qui fait mal, je trouve, aujourd'hui. Vous avez cité les PIGS, mais le jeu de la comparaison en Europe fait mal, justement. Mais l'idée qui est l'imminence d'une crise est quelque chose auquel on ne croit pas du tout. J'entends. En revanche, cette idée qu'on devrait pouvoir faire mieux, comme l'écrivait dans son livre le bon Jean-Luc Mélenchon, est quand même quelque chose qui est vrai, peut-être pas de la même manière, mais il y a une réalité dans le fait que si tout le monde arrive, on prend l'exemple du Portugal ou de l'Espagne, à avoir fait des efforts considérables sur leur dette, si même l'Italie l'a fait depuis très longtemps, puisqu'au final c'est presque l'effet boule de neige du coût de leur dette qui les plombe, mais en termes de déficit primaire, ils sont bien meilleurs que nous tous les ans depuis au moins 20 ans. Oui, par obligation, oui. C'est vrai qu'on se dit en France, c'est peut-être quand même un petit quelque chose à faire, et puis il y a aussi ce sentiment qui est vrai que pour beaucoup de dépenses en France, on avait une natalité très forte que l'Allemagne n'avait pas. Donc on a eu un chômage de masse très long. Et donc à un moment donné, c'est vrai que faire des efforts sur la durée de cotisation, si c'est pour que tout le monde soit au chômage, ça ne sert à rien. Maintenant, on a un chômage qui baisse graduellement. Donc il y a d'autres réponses que d'autres ont pris avant nous qui doivent être prises. Donc c'est vrai que là, on arrive un peu au bout d'un sujet sur la France, on va devoir monter autre chose. Mais il y a quand même une bienveillance du marché envers les Américains et qui arrive à dire que ce qu'ils font est formidable pendant ce qu'on fait est nul, qui m'étonne toujours. Mais qui néanmoins, dans une certaine mesure, compte tenu de la croissance qui est aussi le fruit d'autres éléments, se justifie. Oui. La croissance américaine n'est quand même pas la même que la croissance française. Et la France met beaucoup de dettes et de déficits sur la table aussi. Mais c'est pas la même démographie pour des résultats qui sont pas fous. Hein. Enfin, depuis le Covid, c'est pas fou. Hein. Alain, juste rapide. Oui, l'usage des fonds publics, c'est à quoi est-ce qu'on dépense notre argent, hein. Oui. Ça, c'est une question sans fil d'arrêt. Et puis il y a une question. On va pas devenir les États-Unis. Les États-Unis vont pas devenir complètement la France non plus, mais. Non, il y a une question de mix aussi, c'est-à-dire qu'en fait, les recettes fiscales ont beaucoup baissé à activité finalement presque pas si mauvaise que ça. Et c'est parce que l'immobilier, quoi qu'on dise, l'immobilier était physique, hein, pas boursier. Donc plus les droits de mutation, c'est ça. Et l'immobilier, pas de construction neuve, pas d'innovation, tout ça, c'est des machines financières. Quoi qu'on dise, c'est une pompe à cash pour l'État, quoi qu'on dise. Oui, la composition du PIB et de la croissance fait qu'effectivement, il y a un problème de recettes. Et à moyen terme, les voitures électriques, c'est bien, mais la TIPP... 50 milliards, elle va s'évaporer, donc il va falloir trouver d'autres taxes. Oh, bah ça, on trouvait d'autres. Sur l'électricité. C'est déjà trouvé. Si on est confiant. Si le problème, c'est de trouver des taxes, je fais confiance. C'est même le problème, c'est que les marchés ont confiance dans notre capacité à lever de l'impôt. Ils ont beaucoup moins confiance, qu'on n'a pas fait la preuve depuis longtemps, dans la capacité à baisser la dépense. Je reviens quand même aux valeurs et aux entreprises françaises cotées. C'est-à-dire la situation française qu'on connaît tous parfaitement. Voilà, il n'y a pas de surprise, etc. Mais dans quelle mesure, quand même, c'est une situation... Alors, que ce soit le risque d'instabilité politique, que ce soit la tentation fiscale à la française permanente, dans quelle mesure ça pèse sur des convictions qu'on peut avoir ou dans la gestion d'actions françaises spécifiquement. Vous disiez tout à l'heure, on est exposé au small and mid en Europe, mais la France, dans ce portefeuille-là ou dans notre stratégie, est sous-pondérée par rapport au poids qu'elle pourrait avoir ou qu'elle devrait avoir. De même que nous avons pas mal allégé nos positions d'exposition avant l'été, selon l'adage habituel d'être plutôt léger à partir de mai, mais plutôt pour des raisons qui étaient liées à un calendrier d'élections, etc. D'accord, sur des considérations politiques. On a vu les considérations politiques clairement exprimées dans les marchés obligataires, notamment pour la France, avec le creusement de cet écart de taux par rapport au taux référence allemand. Qui ne bouge plus depuis la nomination de Michel Barnier. Et on est très surpris, ou en tout cas on peut être surpris, de voir que malgré l'émergence d'un gouvernement, on va dire de droite, et non pas en tout cas d'un gouvernement de Lucie Castet, on n'a pas eu de décote ou de retour de cet écart vers quelque chose d'un peu rassurant. C'est-à-dire que le marché n'est pas encore rassuré ni par le gouvernement qui a été formé, ni par le discours de politique générale de notre Premier ministre. Le deuxième point, c'est que l'indice français, le CAC 40, pour des raisons effectivement sectorielles, on parlait du luxe, mais aussi pour des raisons politiques, se retrouve comme la lanterne rouge des indices européens, sous-performant très largement l'indice large ou l'indice d'ailleurs en stock 50 depuis le début de l'année. On a passé une bonne partie de l'été en territoire quasiment négatif sur le CAC. Ça montre bien qu'il y avait une défiance aussi un peu spécifique. Oui, parce qu'on était un indice leader jusqu'au mois d'avril. Exactement. Ah, hein. Donc on avait un peu d'avance, mais elle a été plus que rognée. Et donc c'est pas le cas des autres marchés européens. Et donc, écoutez, on peut se faire un peu plaisir. On a souvent des clients qui malheureusement comparent nos performances de gestion par rapport à l'indice CAC 40
suivante. Cette année, c'est une année où on est extrêmement performant par rapport aux indices nationaux. C'est plutôt rassurant pour nos clients et on a de très bons rendez-vous, très agréables avec eux cette année, pourvu que ça dure. Non, on ne peut pas se réjouir de ça, simplement. Clairement, on peut se dire la chose suivante. Qu'est-ce qui vous fera revenir sur des valeurs françaises un peu plus significativement alors ? Globalement, ce qui me fera revenir sur les marchés, c'est-à-dire plutôt l'idée qu'on va avoir une période de trouble avec les élections américaines où effectivement on est parti d'un scénario Trump gagnant à 100%, un scénario très équilibré aujourd'hui. On sait qu'il va y avoir une période un peu d'incertitude liée à ça. On n'a pas vraiment envie de prendre les devants. On est là aussi dans le départage d'une publication de résultats du troisième trimestre qui sont généralement celles où on peut avoir le plus de volatilité parce que ça concerne l'activité au cœur de l'été qui n'est pas forcément la plus prévisible, on va dire. Donc c'est peut-être pas forcément le moment tout à fait maintenant de se réexposer pour ce que nous avions allégé d'un point de vue tactique avant l'été. Il n'empêche qu'on a bien l'intention de le faire avant la fin de l'exercice, tout simplement parce qu'en fin d'année, certaines thématiques, je pense par exemple au small cap, ont tendance à surperformer parce que c'est des titres qui sont la saison. Voilà, il y a une vraie saisonnalité et je crois que c'est quelque chose qui est, en tout cas sur lequel on peut tabler pour 2024. Bon, sur un horizon d'investissement, enfin d'ailleurs celui qui vous sied, Thibault, je ne sais pas, sur un horizon fin d'année par exemple, qu'est-ce qui paraît intéressant comme tendance, comme thématique ou au-delà, si vous voulez. On peut faire sur un horizon 3-5 ans, hein, ça ne me dérange pas, mais au moins voilà, qu'on ait un horizon en tête. Quoi. Je suis assez attaché à ma liberté de circuler, donc si je peux éviter de donner des objectifs sur des durées en semaine, c'est bien aimable. Ma famille compte sur moi. La réalité est qu'aujourd'hui, nous, notre logique, on est toujours dans des visions assez long-termistes. On a quand même le sentiment qu'aux États-Unis, si on s'était dit en début d'année on prendra 20 avant les élections, on aurait peut-être plutôt eu des preneurs de bénéfices avec encore un marché qui se tient bien ces derniers jours pendant qu'il y a plus de volatilité parfois en Europe. Donc nous on est confortable à l'idée qu'on est plus dans une situation où on peut prendre un peu de bénéfices sereinement aux États-Unis sans toutefois s'absenter parce qu'à la fin c'est quand même toujours le marché qui monte. Donc voilà, faut pas non plus rentrer dans les caricatures. En Europe on cherche plutôt des points pour revenir. Alors c'est vrai que tant les tensions géopolitiques que ce sujet sur la France vient un peu faire patienter, mais on a des très belles sociétés qui ne sont pas très chères. L'année a été compliquée. Les JO qui étaient vus comme un gros boost, c'est plutôt révélé un truc qui a plombé l'activité. Effectivement, il y a un attentisme par rapport au gouvernement, mais tout ça sont des éléments qui sont tout à fait temporaires. On a connu la même chose la première fois qu'en Italie, en Espagne ou en Allemagne, on a eu ces parlements très scindés, ces négociations de 4, 6, 8 mois pour faire un gouvernement. Et puis on s'y est habitué, comme on s'est habitué à tout, parce que c'est la nouvelle norme. Et d'ailleurs, quand vous voyez tous les partis qui vous disent maintenant qu'ils veulent la proportionnelle, il faut s'y habituer. Parce que si on est embêté, quand on a du mal à faire un gouvernement et que tout le monde veut la proportionnelle, on va falloir quand même... Ça sera pire demain, oui. Voilà. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est que ce n'est pas pire. Dans le sens où moi, je pense que c'est une bonne chose. On apprend. Regardez aux États-Unis, vous avez un congrès, vous avez 50-50 sur une des chambres, et Kamala Harris décide. Ça veut dire que si vous n'êtes pas capable de convaincre 100% de votre parti, dont certains qui ont des États qui ont des problématiques très différentes, vous ne pouvez pas faire. Donc vous évitez les dépenses, tiens, je vais faire un chèque pour tel truc qui ne sert à rien, mais ça fera plaisir. Non, vous êtes obligé de faire du dur. Et donc moi, je crois que c'est Parlement plus dur à manœuvrer. On ne se met pas d'accord sur tout, mais on peut se mettre d'accord sur l'essentiel. Quoi. Et à partir du moment où vous avez d'un côté, maintenant, la Banque Centrale Européenne qui, par exemple, dans la crise politique sous Mitterrand, ne pouvait pas faire cette politique contracyclique. Si on lui disait de dévaluer, elle dévaluait. Vous avez l'Europe qui fait les grands projets, verts et data. Et donc, vous pouvez vous dire en fait qu'au final, si vous avez un blocage du Parlement, votre risque principal, c'est d'avoir une certaine stabilité dans les normes ou dans la fiscalité, ce qui n'est peut-être pas la fin du monde. Donc moi, cette idée que c'est pire, il faut s'y habituer. C'est pas facile. Mais je pense que rien ne montre, nulle part, que c'est pire et qu'une assemblée où il y a 80% de gens du même parti, je pense que c'est le meilleur moyen de faire des conneries. Ah, c'est une vision. C'est open bar. C'est une vision long terme là. Ouais, mais quand vous êtes vraiment la vision long terme. C'est comme dans nos. Non, mais le point. On fait pas. Mais j'entends le point, Thibault. C'est un peu l'idée que les politiciens sont des cornichons et s'ils font pas trop de choses, à la limite, ça nous arrange. Oui. J'ai pas dit ça comme ça. Mais je dirais que quelque part, des réformes absurdes sont presque pires que l'absence de réformes. Même si en France, il y a quand même des choses à faire. Oui. Objectivement. De rien faire. Non, nous, on est plutôt constructifs dans la mesure où on croit à la baisse des taux. Ça va être quand même un carburant qui va aider, fatalement. On est particulièrement concentré sur les foncières cotées, comme vous. C'est un secteur qu'on aime bien. On pense que le secteur donne des signes positifs déjà depuis 1 an. Non seulement au niveau des comptes des résultats, mais effectivement la capacité à se financer bien mieux. Enfin, il y a 2 ans, quand Unibail se finançait à 6,5, il était hors de question de lancer un nouveau projet. Maintenant, ils se financent, ils ont pu se recapitaliser. Les valeurs d'experts commencent à atterrir. Et quelque part, les décotes sont encore très importantes. Le secteur a eu un bel été, c'est vrai. Mais on est encore très loin on traite avec des décotes sur actifs nets qui sont encore assez importantes. C'est un secteur qui offre du rendement, une certaine protection contre l'inflation. Oui, pour revenir sur la conviction sur les taux, c'est qu'en fait,
Les taux réels, eux, n'ont pas vraiment baissé, puisque comme l'inflation s'est bien tassée, Bien sûr. il y a encore largement de quoi baisser les taux. Ouais, ouais. Donc on est assez content. En réel, les taux peuvent encore faire du chemin. François? Non, mon Pur. dernier point politique, c'était Oui. vraiment pour Bah, bien conclure sûr, ce sujet, vous c'est n'en que privez pas. l'expérience récente l'a montré aux politiques, en tout cas, qu'on pouvait faire des chèques à gogo et dépenser tout l'argent qu'on n'avait pas. C'est pas ça qui apportait des voix. Donc on peut espérer, en tout cas, que pour les prochaines élections, on aura des ficelle est un peu programmes usée. un peu moins Et dépensiers. si je peux rajouter une chose, encore une fois, on le disait, quand on approche du plein emploi, ce qui est vrai dans tous les pays, la relance keynésienne est de moins en moins utile. Donc cette volonté toujours de raisonner qu'en termes de relance de la consommation, ça ne marche pas au plein emploi. Cet argent, il est épargné, donc ça apporte rien. Ce qu'on a d'ailleurs vu aux États-Unis, et l'effet de ces relances est de plus en plus faible, et il va directement dans le déficit. Donc il faut aussi un peu changer de logiciel. Ce qui se fait à 10 de taux de chômage n'est pas efficace quand dans beaucoup de régions d'activité sont saturées, comme c'est le cas pour nous en Ile-de-France, même si c'est très différent dans d'autres régions. Donc il faut aussi sortir de cette logique keynésianiste qui, quand même, est plus forcément la norme dans nos mondes. Le taux d'épargne agrégé en Europe, je crois, a encore progressé légèrement. On est entre 15 et 16 points de PIB, je crois, au niveau européen de ce point de vue-là. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Thibaut Prébet, Arbevel, François Chollet, Montségur Finance, Alain Dubrul, Claresco.